Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. C'est la suite des débats du mercredi, des débats consacrés aux élections législatives, circonscription par circonscription. 2 circonscriptions au programme ce soir. Tout à l'heure, on va vous parler de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, mais on commence par la 5e circonscription du Var. Alors, on va voir une carte pour la situer. En fait, c'est à l'est du Var. Il y a plusieurs communes importantes, Fréjus, Saint-Raphaël, Lemuy, Puget-sur-Argence. Bien sûr, il y a d'autres communes. Ce sont les principales. Et puis, la population de la circonscription, c'est un petit peu plus de 128 000 habitants. Et le député sortant, c'est Philippe Michel Claes-Bauer, qui est donc de la majorité présidentielle. 5 invités ce soir sur le plateau pour débattre. Avec nous, je vous les présente tout de suite. Julie Lechanteux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate investie par le Rassemblement national. Jean-Marc Morin, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le candidat investi par les Républicains. Robert Caraguel, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. le candidat investi par NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Vous êtes France Insoumise à titre personnel. Baptiste Laroche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat de Reconquête. Et donc, j'ai dit Philippe Michel Claes-Bauer, bonsoir. Vous êtes le Bonsoir. candidat Ensemble, c'est donc la majorité présidentielle, et vous êtes le député sortant. Il y a d'autres candidats dans cette élection, vous allez les voir s'inscrire. Je vais vous lire leurs noms rapidement. Nathalie Hollander, elle est DXD, ça veut dire divers extrême droite. Joël Hervé, écologiste. Anne Desaccords, divers droite. Brigitte Aulois, DSV, ça veut dire droite souverainiste. Rémi Kranzer, DXG, c'est divers extrême gauche, c'est lutte ouvrière. Et puis Charles Malo, candidat écologiste. Vous allez voir s'afficher un QR code sur votre écran. Ce QR code, vous pouvez le scanner avec l'appareil photo de votre téléphone. Ça vous renvoie à un débat complet sur les législatives en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On commence toujours ces débats par des réactions recueillies dans la circonscription. On les écoute, c'est des réactions de citoyens. On les écoute et on en discute après. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va changer. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de revoir un petit peu tout ce qui a été fait au niveau des réformes et qui ne sont pas bonnes ou pas appliquées. Dans ce cas-là, on reprend dès le départ. J'attends de voir. C'est surtout ça, j'attends de voir. Ça ne va pas changer grand-chose puisque c'est toujours le même gouvernement. Mais de toute façon, il n'y avait pas non plus beaucoup de choix, à mon avis. Je n'entends rien. Voilà. Tout ce qui est politique maintenant, je n'entends rien du tout. Déjà qu'on nous donne plus d'argent. Déjà, vous ne croyez pas qu'on nous en prend assez? Et qu'on laisse un petit peu les gens qui ont travaillé toute leur vie vivre normalement. C'était le présidentiel le plus important pour moi. Maintenant, on verra si ce que j'ai voté au présidentiel va pouvoir sortir. Ça ne changera pas la donne, hein. Les dés sont lancés, comme on dit. Mais bon, on fera notre devoir quand même. Voilà, alors c'est des réactions qui ont été recueillies par Alexandre de Quitte et Emmanuel Félix. Alors bien sûr, ce n'est pas représentatif, mais honnêtement, ça fait plusieurs débats qu'on fait, et c'est vrai qu'on entend toujours un petit peu les mêmes choses. Donc la question que je vous pose là, c'est est-ce que ce genre de réflexion, ce genre de réaction, vous les entendez quand vous faites campagne sur le terrain? On fait un tour de table rapide là-dessus. Julie Lechanteux. Oui, évidemment, et j'essaie de les convaincre que c'est français et de leur expliquer que il n'y a pas de fatalité. Si chacun prend quelques minutes pour aller voter, pour faire vivre la démocratie, alors nous pourrons nous faire entendre. Il faut vraiment donner de la force aux députés et faire en sorte qu'à l'Assemblée nationale, tous les partis politiques soient représentés pour représenter l'ensemble des Français. Jean-Marc Morin. Oui, bonsoir. Oui, bien sûr, ce sont des messages que l'on entend, qu'on le comprend. Ils correspondent à une certaine frustration de nombreuses années de politique, finalement, qui n'ont guère changé pour le quotidien des Français. De par ma formation, parce que je ne suis pas un politicien de carrière, je dirais, ou par habitude, puisque je suis président des médecins de l'hôpital de Saint-Raphaël-Fréjus, et donc je me lance en politique. Et les gens, je les connais, je les pratique en tant que praticien hospitalier au quotidien, et ce sont des réflexions qui doivent entraîner une réaction. De mon parcours, je suis un peu un insoumis de la vie, puisque j'étais ouvrier, apprenti, puis ouvrier de l'arsenal de la marine de Toulon, et puis après j'ai travaillé pour arriver à faire médecine, et puis président des médecins, et je mène cet hôpital pendant une crise qui a été très difficile, et qui a aussi fracturé le pays, mais les gens les a, comme on dit, abîmés. Et c'est ce que vous entendez quand vous Pas militez? toujours, parce que j'ai parfois le retour de connaître les gens en tant que médecin. Alors l'approche est un peu différente, mais c'est vrai qu'on sent cette souffrance qui s'exprime, et on doit revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à la base et au terrain. Alors on va y revenir, Robert Caraguel.
Oui, j'ai entendu des enchantements et je l'entends aussi sur le terrain. C'est vrai, les gens perdent confiance à la politique. Ça manque d'instruction civique, il faut le reconnaître. Les gens ne savent pas exactement ce que sont les législatives. Ils n'arrivent pas à concevoir que ce soit effectivement un troisième tour des élections présidentielles. Et après, j'ai entendu parler aussi de pouvoir d'achat et de retraite. Oui, on va en parler. Baptiste Laroche. Effectivement, moi j'entends aussi de la colère des électeurs de droite, de la colère du fait du refus de l'union de Marine Le Pen avec notre parti politique. Nous aurions pu constituer un bloc puissant à l'Assemblée nationale face au bloc d'Emmanuel Macron et face au bloc de Jean-Luc Mélenchon. Ce refus de cette alliance, en fait, montre de la part de Marine Le Pen et du Rassemblement national un refus de servir efficacement le pays. Et je sens beaucoup de colère des électeurs de droite, et nous avons une circonscription à droite, et ça conforte mon engagement de défendre les patriotes et d'être un député patriote à l'Assemblée nationale. Philippe Michel, Claes Bauer. Oui, je l'entends, même s'il y a d'autres sons de cloche, comme vous l'avez dit, c'est pas représentatif de tout ce que disent les gens. Sur le terrain, sur les marchés, comme le Victor Hugo à Saint-Raphaël, où ces images ont été prises. Mais il y a aussi un détachement des gens par rapport à la vie politique de notre pays. Et vous le disiez, un manque peut-être de participation civique. Le Premier Monsieur disait, ça ne va rien changer. On a 37 000 foyers dans notre circonscription qui ne payent plus la taxe d'habitation. Ça a changé. On peut l'accepter ou pas l'accepter, mais ça a changé. On a une baisse du chômage d'à peu près 1 million de personnes. On peut l'accepter ou pas. Donc il y a eu des changements. Le fait que la population ne soit pas toujours avertie ou assez impliquée dans ces résultats. Certes, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Je ne parle pas des accords, c'est pas moi que ça revient de le dire. Mais il reste toujours beaucoup de choses à faire. Et d'écouter les gens sur le terrain, c'est ce que je fais sur les marchés, parce que le vivre ensemble s'y exprime. Et d'être à proximité d'Engueulade aussi, pour permettre d'évacuer la colère et arriver au fond des choses, et de manière à trouver ce qui, même dans les diagnostics de concurrents politiques ou d'autres partis politiques, peuvent être vrais, mais dont les solutions sont peut-être trop inadaptées ou violentes. Et cette écoute et ces réflexions sont très intéressantes. Alors, on va rappeler la situation politique de la circonscription, de cette cinquième circonscription du Var, avec le rappel des élections présidentielles. Voilà le premier tour. Marine Le Pen a fait 33%, Emmanuel Macron 24,4%, Éric Zemmour 13,5%, Jean-Luc Mélenchon 12,5% et Valérie Pécresse 5,6%. Au deuxième tour, c'est Marine Le Pen qui est largement en tête avec 55,2% et Emmanuel Macron 44,8%. Alors, je vais être franc avec vous, la situation politique de la circonscription, elle est assez simple, elle est assez lisible. Il y a des circonscriptions où c'est beaucoup plus compliqué. On va faire assez court là-dessus. Je voudrais juste que Madame Le Chanteux vous répondiez à ce qu'a dit tout à l'heure Baptiste Laroche sur cette absence d'union entre Reconquête et le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous répondez ? Avec grand plaisir. La première chose, c'est que je voudrais vous demander, jeune homme, quel est votre combat politique ? Est-ce que vous voulez combattre réellement la politique du gouvernement Macron ou vous voulez combattre le Rassemblement national ? En l'occurrence, vous tapez un peu plus trop souvent sur nous que sur la politique de Macron. Premier point. Deuxième point, les Français ont placé Marine Le Pen comme leader de l'opposition, très clairement. Donc pourquoi ensuite nous allons nous allier à une chaloupe alors que nous représentons le paquebot ? Deuxième chose, sur le plan social... Si je peux me permettre, Madame, ce qui va vous répondre, c'est que 33% au premier tour, plus 13% Marine Le Pen et Éric Zemmour, ça fait 48%. Absolument. Néanmoins, même si nous avons des points communs, notamment sur la politique sécuritaire, sur la politique d'immigration, nous avons des désaccords incroyables sur la politique sociale en particulier, notamment sur la retraite. Nous sommes contre la retraite à 65 ans, Reconquête est pour. Et puis vous êtes pour une retraite à 60 ans comme Jean-Luc Mélenchon. La baisse des dotations aux collectivités territoriales. Éric Zemmour est pour la baisse de 15 milliards d'euros, soit 30% des budgets des communes. C'est un programme Donc socialiste. vous voyez bien que nous sommes totalement en désaccord sur cette politique sociale. Vous assumez sociale. le fait de partir séparés. Absolument, voilà. totalement. Je vais répondre si vous voulez bien. Très rapidement. Oui, très rapidement. Sur votre première interpellation, en réalité, je ne lutte pas contre vous. Marine Le Pen a défendu pendant des années le camp national et elle l'a fait avec panache et je la remercie de ça. Aujourd'hui, la situation est différente puisque vous êtes au deuxième tour. Et en refusant cette alliance, vous refusez une opposition crédible. Donc vous n'êtes plus crédible en réalité pour parler d'opposition. Donc moi, je ne combats pas le Rassemblement national. Je dis juste, aujourd'hui, vous mentez aux électeurs du Rassemblement national avec votre programme économique socialiste.
populistes. Absolument pas. Nous ne mentons pas. Justement, nous sommes vraiment honnêtes avec nos électeurs. Nous les respectons. Les Français sont écœurés par les magouilles politiciennes et les alliances contre nature. Effectivement, je termine juste. Les Français sur le marché disent une colère du refus de cette union et ils ont conscience que ce refus de l'union a été fait pour des intérêts de boutique et peut-être même des intérêts financiers pour le parti politique. On verra bien ce qui se passe au premier tour, puis on verra ce qui se passe après surtout. Alors, on va rentrer dans le fond maintenant. On va prendre 2 thèmes, l'emploi, le tourisme et puis la sécurité. Alors, premier thème, l'emploi et notamment lié au tourisme parce qu'il y a une activité touristique dans la circonscription. On va regarder un reportage. Alors, il n'a pas été fait dans la circonscription, je vous le dis par honnêteté, mais c'est exactement les mêmes problèmes. Nathalie Morin, Éric Jacquet. Soleil et Méditerranée, les ingrédients d'un cocktail d'été prometteur. L'établissement va passer d'une dizaine d'employés à une trentaine cet été. Il faut désormais penser recrutement, le revers épineux de ce début de saison. Le plus important dans ce métier, c'est la confiance, parce que c'est ce qui est le plus compliqué à trouver. Parce que quand on se retrouve en juillet-août avec des gens qui ne viennent pas, c'est toute une organisation, c'est toute l'équipe qui en pâtit. Donc voilà, il faut vraiment des gens, il faut des piliers et il faut des gens solides. Parce que ça arrive souvent qu'ils ne viennent pas ? En juillet-août, oui, bien sûr. Avec les saisonniers, des fois le matin, les gens ils sont pas là, on les appelle, ils répondent pas, ils arrivent le lendemain. Depuis 2 ans et des périodes de confinement à répétition, la profession a eu du mal à recruter. Elle a donc dû avant tout revoir les salaires pour rester attractive. On a un accord qui a été signé entre les syndicats salariaux, patronaux et l'État sur une augmentation de la grille de salaire des métiers du tourisme. On est quand même à 16,53% d'augmentation. On a aujourd'hui un SMIC hôtelier qui est à 11,01 de l'heure. Des restaurateurs qui s'adaptent également à leurs employés en fonction de leurs besoins. Il y a des personnes qui préfèrent avoir un peu plus de repos parce qu'ils ont une vie de famille, d'autres qui vont vouloir un peu plus d'argent. Ça dépend des profils. J'essaie d'être juste, mais j'essaie de leur donner 2 jours et demi de repos. Chaque année, la région sud-est requiert 11 000 saisonniers. Mais si elle se réinvente, cette profession reste en tension. Alors, pourquoi on a voulu vous montrer ce sujet ? Parce qu'on va essayer d'élargir un petit peu. On rentre dans une période complexe. On ne sait pas très bien où on va, honnêtement. Il y a la hausse des prix, il y a le pouvoir d'achat, on sort de crise sanitaire, on ne sait pas si ça va pas repartir. Tout est incertain. La question que je vous pose à tous les 5, et à vous en premier, Philippe Michel Klasbauer, c'est est-ce que on continue dans le système en apportant des retouches, comme ce qui va être fait là par le nouveau gouvernement Macron, avec la loi sur le pouvoir d'achat, ou est-ce que carrément il faut changer de système ? On peut changer de système. Les retouches dont vous parlez, elles correspondent à une réponse à une conjoncture, une guerre. C'est la guerre qui nous met dans cette situation. Sur le fond du problème et des là, par exemple, il y a eu aussi la crise sanitaire avec le manque, les problèmes d'emploi. Il y a tout ça qui se mélange. C'était aussi conjoncturel. Ouais. Avant cette crise, nous avions fait une réforme du Code du travail en début de mandat et une réforme de l'assurance chômage qui ont permis à tous ceux qui sont à l'année, et à Fréjus, Saint-Raphaël, d'embaucher en CDI beaucoup plus facilement et d'avoir moins de problèmes aujourd'hui pour recruter des saisonniers. Pour les saisonniers, nous avons fait un effort considérable sur la formation professionnelle. Et il y a encore des manques. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faut que nous allions plus loin pour permettre à ces professionnels d'être eux-mêmes formateurs pour cette main-d'œuvre dont ils ont besoin. Mais ce que l'on a mis en place de 2017 à 2020, et vous l'avez dit, on a été arrêté par la crise sanitaire, même si on a retrouvé depuis un niveau de chômage que l'on avait atteint en avril 2020. 1 million de chômeurs en moins. C'est quand même très important. Ça crée aussi une tension sur le marché de l'emploi, et cela a été dit dans votre reportage, sur les salaires. Aujourd'hui, il va falloir prendre sérieusement cette question de l'emploi dans le tourisme, de formation à ces professions, parce que sur le bassin d'emploi de l'Est-Var, nous n'avons pas de formation sur l'hôtellerie ou la restauration, excepté le lycée Camus qui fait de la formation à la restauration. Mais nous avons donné des outils qui ne sont pas du petit bricolage. La crise nous a forcé, la crise sanitaire et la crise du Donbass, cette guerre en Ukraine déclenchée par la Russie, nous force à trouver des pis-aller pour lutter contre l'inflation, ce que nous faisons, ce que nous continuerons à faire jusqu'à ce que nous allons arriver à rattraper ce décalage. Mais en rien, ce sont du bricolage. Nous allons continuer évidemment sur la poursuite de notre activité qui est de lutter contre le chômage. Julie Le Chanteux. Alors, une première remarque, sauf erreur de ma part, dans le nouveau gouvernement Macron, il n'existe pas de ministère du tourisme. Donc, je pense que c'est une grossière erreur, car nous sommes la première destination touristique mondiale. Premier point.
il faut absolument créer ce ministère et le mettre en lien avec l'aménagement du territoire. Monsieur Philippe Michel le disait, nous n'avons pas sur notre territoire d'établissement d'enseignement supérieur. C'est une grossière erreur. Nos élus locaux ont une volonté claire sur le sujet d'établir ces établissements, mais n'ont pas été soutenus par le député sortant. Pourquoi je parle là-dessus ? Parce que ça nous permettrait de garder nos jeunes sur les territoires. Parallèlement, il faut construire des logements pour les étudiants. Rappelons que 3 étudiants sur 4 ne peuvent pas se loger ou ont du mal à se loger. Ces logements pour les étudiants seraient mis à disposition des saisonniers pendant la saison d'été, donc. Ce qui permettrait aux saisonniers de se loger, parce que sur la Côte d'Azur, nous avons un gros problème de logement et donc de tarifs très élevés. C'est deuxième point. Cela pourrait pallier au manque de saisonniers. Les restaurateurs ont du mal à en trouver. On parlait de la crise Covid tout à l'heure. Les restaurateurs ont été fermés 2 années consécutives, n'ont pas recruté 2 années consécutives. Et donc, effectivement, beaucoup de jeunes ou beaucoup de restaurateurs ont dû se reconvertir et donc ont trouvé d'autres vocations. Il faut peut-être également revaloriser les salaires. Pour ça, il faut baisser les charges des restaurateurs ou des métiers du tourisme. Robert Caraguel, vous dites, la NUP, cette nouvelle union, le slogan c'est un autre monde est possible. Là, ça se traduit par quoi ? Comment vous le déclinez dans la circonscription ? Déjà pour les saisonniers, donc effectivement, je suis d'accord sur... il faut faire des logements décents pour accueillir les saisonniers. Moi, ce que je remarque, c'est que le gouvernement en place en parle, rien n'a été fait. À Fréjus, le RN est en place, rien n'a été fait. Allons-y, que je sois en place. Là, je vous promets qu'il y aura des logements pour les saisonniers. C'est-à-dire, ce que vous voulez dire, c'est que ça pourrait être l'objet d'une proposition de loi, par exemple, si vous êtes élu député. Tout à fait. Et effectivement, que ce soit pour les saisonniers comme pour les étudiants, et ramener effectivement des établissements dans la circonscription. Alors, Baptiste Laroche, là aussi sur ce thème de est-ce qu'il faut changer de système complètement, ou alors est-ce qu'il faut continuer en apportant des retouches et des améliorations, pas des retouches, des améliorations. On peut toujours mettre des bouts de ficelle au bout de ficelle. Le problème principal, Fréjus-Saint-Raphaël, c'est la zone où il y a le plus d'emplois saisonniers dans la région. Il faut simplifier en réalité le code du travail, qui n'a cessé pendant les dernières années de se complexifier de norme en norme. Aujourd'hui, le problème, c'est que le coût d'un CDI et d'un CDD est beaucoup trop cher. Et tout le monde est perdant. L'employeur est perdant et le salarié est perdant. Nous proposons une baisse des taux d'impôt sur les sociétés pour toutes les petites et moyennes entreprises, pour libérer en réalité le coût de ce CDI et de ce CDD, pour que l'employeur puisse plus facilement embaucher à moindre coût et que tout le monde soit gagnant. C'est-à-dire que les salaires soient élevés et que le salarié puisse plus simplement embaucher, et encore plus pour des CDD ou des emplois saisonniers. Jean-Marc Morin. Oui, je pense quand même globalement, il y a une méconnaissance des acteurs de territoire. Nous avons l'école d'excellence hôtelière qui va ouvrir à Saint-Raphaël et j'avais proposé donc un enseignement de relais pour cette école dans le tourisme et les métiers de la restauration. Ça avait du sens et ça fidélisait nos jeunes sur le territoire parce que 60% de nos jeunes, comme je le dis, restent sur le sable et il y a un gros effort à faire dans ce qui est le post-bac et le 3e cycle. Et c'est méconnaître nos acteurs touristiques du secteur, parce que la plupart, s'ils veulent recruter, ils proposent un logement associé. Tous ne le font pas, ça permettrait de faire venir un petit peu plus. Mais certains le font, sinon il n'y a pas d'embauche. Les gens ne se présentent pas et refusent carrément une embauche s'il n'y a pas de logement associé. Donc il y a un gros effort qui est fait par l'ensemble des restaurateurs. Ça, il faut le savoir, il faut connaître les gens sur le terrain. Rien n'a été fait en 5 ans. Rien n'a été fait dans ce sens en 5 ans. Quant aux 1 million de moins c'est surtout un transfert de catégorie A en d'autres catégories sur le chômage. Attention, ne nous trompons pas. Le département du Var, c'est le premier département touristique de France. Et il faut le reconnaître, il faut l'aider, il faut le maintenir et il faut porter cet élan. Il y a aussi des mesures
associés, il y a 10 000 postes qui ne sont pas pourvus sur le Var. Ce qu'on appelle dans les saisonniers, en globalité, pas sur notre circo, mais en globalité, actuellement, on en est là. Donc je vois qu'on ne répond pas ni à la demande des restaurateurs, ni aux capacités de ces jeunes qui pourraient venir travailler. Alors, je vous dis juste une chose, on a fait à chaque fois la même chose quand on a un sortant, hein, puisque c'est un petit peu 4 là, du coup, 4 contre 1, donc je vous laisse répondre à ce qui a été dit, et après on aborde le deuxième c'est pas thème. grave, c'est bien que le débat ait lieu, vous savez, et tout à l'heure ça a été dit aussi, en espérant que l'Assemblée nationale permette à tout le monde d'y siéger. C'est pour ça que nous proposons une proportionnelle, au moins une partie de proportionnelle, pour que le débat puisse avoir lieu. C'est très important. Après, on ne va pas chipoter sur les choses. On a fait des lois sur la loi Elan, sur le logement social, qui permet aujourd'hui de s'exonérer de beaucoup de règles qui étaient une entrave pour pouvoir faire des logements sociaux sur des zones en tension comme la nôtre, et de faire, comme le proposait Julie Le Chanteux, des logements sociaux qui permettent après de mettre des saisonniers. Ce que nous avions fait quand nous étions majoritaires dans cette ville. Mais une fois que vous rentrez quelqu'un à ce titre-là, le droit au logement ne vous permet pas de le sortir. Ce qui fait que quand on a mis des saisonniers, c'était très bien, ou des étudiants à un moment donné, ils y restaient. Donc il faudrait systématiquement créer des logements. Donc c'est une partie du problème, mais ça ne résoudra pas tout. Et la réalité, c'est que nous avons, et vous l'avez dit, des professionnels qui prennent en charge cette réponse, qui essayent de trouver des logements, d'autres qui ont le mal, et d'autres personnes, d'autres jeunes, qui ne veulent pas aller forcément sur ces métiers et qui vont sur d'autres métiers, parce que ce n'est pas le seul métier qui est en tension dans notre région. Les autres professions sont aussi en tension. Et la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui une population qui va faire des choix de vie. Plutôt que de faire un emploi saisonnier, vont aller vers d'autres types d'emplois qui leur sont offerts. Alors, je voudrais qu'on aborde un deuxième thème, là, maintenant, qui est un thème important. Vous allez voir pourquoi je voudrais qu'on parle de ça. C'est le thème de la sécurité. On va voir des images pendant qu'on parle. C'est des images d'incidents qui ont eu lieu au quartier de la Gabelle. Julie Le Chanteux. Je voudrais qu'on parle de ça parce que vous communiquez beaucoup sur le fait que vous avez une ville, hein, Fréjus, qui est une ville... il n'y a pas beaucoup de villes où le maire est Rassemblement National, c'est David Racheline. Il y a des problèmes de sécurité et de violence à Fréjus. Alors, vous montrez ce modèle en exemple. Est-ce que ça veut dire quand même que ce modèle, il a quelques failles ? Il y a quand même de la violence à Fréjus, il y a quand même de l'insécurité. Ça veut dire qu'il y a peut-être des failles dans le système. Vous avez raison, il y a des failles, mais pas du ressort des maires de cette circonscription. Les failles, elles viennent de l'État. Les maires se sont adressés directement au ministre de l'Intérieur pour avoir des policiers supplémentaires. Il en manquait dramatiquement. Pour exemple, sur la dernière émeute, au sein de la Gabelle, les effectifs étaient de 20 policiers municipaux pour 6 policiers nationaux. Vous voyez bien que le décalage et le manque... Ce que vous dites, c'est que c'est de la responsabilité de l'État. Rappelons que la sécurité est un domaine régalien, donc qui dépend normalement de l'État. Il n'y a aucune obligation pour les villes aujourd'hui d'avoir une police municipale. Or, c'est bien la police municipale aujourd'hui qui maintient l'ordre dans cette zone. Autre point important, le quartier de la Gabelle est un quartier prioritaire de la ville. Les élus locaux ont demandé à ce que ce quartier passe en QRR, c'est-à-dire en quartier de reconquête républicaine, qui permettrait d'avoir à disposition des brigades spécialisées pour ce terrain de quartier et les moyens nécessaires et appropriés pour lutter justement contre cette insécurité. Nous n'arrivons pas à l'obtenir. Philippe Michel. Oui. C'est très intéressant. J'ai soutenu la démarche de Frédéric Masquelier, le président de l'agglomération, quand il m'a sollicité pour les QRR. Et comme j'avais sollicité... LR, hein. Oui, qui est LR, oui, oui. Et comme j'avais sollicité le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour avoir des effectifs, il nous en avait promis 10 avant la fin du premier semestre 2022. On en a touché 14 au 7 mars de l'année. Et j'ai la promesse que nous obtiendrons nous arriverons aux 180 personnels qu'avait ce commissariat dans le pic de sa fréquentation. Mais vous dites que c'est de la faute de l'État, pas seulement, parce que sur le quartier, quand nous étions aux affaires avec les LR et l'agglomération LR, nous avions aussi un centre social qui occupait beaucoup les jeunes et qui faisait une politique sociale dans le quartier qui était très forte et très appréciée. Donc l'État manque peut-être de personnel de police nationale, comme vous le regrettez, mais les collectivités
ont abandonné une partie de l'action qui permettait d'éviter d'avoir des jeunes qui partaient dans des trafics ou qui étaient dans les mains. Monsieur Philippe Michel, ne dites Parlez-nous, pas de bêtises. le centre social, il n'a pas été fermé? Il a été brûlé, cassé, non, tout ce que mais vous non, voulez, mais oui, bien mais on sûr l'a vécu que plein si. de fois, ça. Nous Nous, avons on l'a Madame vécu Nassima plein, on l'a Barkala qui s'occupe de ces jeunes, qui Oui. est en activité, Et le qui centre social ouvre... Oui, absolument. Et la Les centres CAF sociaux où l'argent public était utilisé, on ne sait pas comment d'ailleurs, puisqu'on n'en avait pas... c'est Madame Nassima Barkala qui en était la présidente. Non, avant, je vous parle d'avant. Et c'est pour ça 7 qu'on a ans. fermé ce centre social, d'accord? Quant au soi-disant renfort, il ne remplace même pas les départs à la retraite, monsieur Philippe Michel. Si, Non, on est à c'est faux. 14 net de départ à la retraite. C'est faux. Quant au désordre que nous connaissons systématiquement, c'est lorsque les maires, et en l'occurrence le maire de Fréjus, qui a installé des caméras de surveillance et qui a dérangé les points de deal, alors nous avons eu les émeutes pour brûler les caméras, etc. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors, il y a les 3 autres candidats que je vais interroger là-dessus, sur cette sécurité, Jean-Marc Morin. Oui, il faut de la sécurité. Il faut de la sécurité partout en France. Il y a 100 agressions des personnes par jour, de personnes dépositaires de l'autorité publique en France. Il faut de la sécurité aussi. Il faut que les policiers soient en capacité de répondre, à la fois en nombre et dans leur manière de répondre. Mais il faut aussi rencontrer les gens. Moi, je suis allé à la Gabelle, j'ai rencontré les sages de la Gabelle, j'ai discuté avec certains jeunes. Il faut écouter les populations, leurs souffrances aussi, et essayer d'y répondre. Un taux de chômage majeur, par exemple. Il faut trouver des emplois dédiés. Je suis un électromécanicien. Avant d'avoir fait ophtalmo, j'étais électromécanicien. Il y a parfois des boulots simples comme l'on peut proposer à ces jeunes-là, sans les garder sur de très longues années dans un système éducatif qui défaille et qui n'apporte rien. Il faut essayer de les orienter vers des métiers de proximité pour aider les entreprises locales, des entreprises extrêmement valables. Ce n'est pas déshonorant d'être un plombier ou un électricien. Ça permet de faire vivre toute sa famille, de répondre aux besoins et d'avoir une identité reconnue. Je veux dire, il ne faut pas exclure ces quartiers. Il faut une réponse ferme, certes, quand il y a des actes délictueux, mais il faut aussi écouter les personnes, les gens, et essayer de trouver des solutions de proximité. Robert Caraguel. Oui, j'entends parler, que ce soit par rapport au gouvernement ou par rapport au maire de Fréjus, de répression. Et effectivement, je pense qu'au départ, il faut déjà s'occuper de ces quartiers qui sont automatiquement stigmatisés. Le centre social est fermé, et ça, c'est, je vais dire, une grosse galère pour tous ces jeunes. Il faut des éducateurs de rue. Il faut des gens. Qu'ils évitent de les brûler, les centres sociaux, monsieur Caraguel. Et notamment Madame, ça peut arriver. Le quartier prioritaire de la ville, c'est des quartiers où il y a des millions d'euros investis. Or, vous savez, dans la Creuse, il n'y a pas ces millions d'euros, et pourtant, il y a du autant de chômage, et on ne casse pas et on ne brûle pas les voitures. Je ne vous ai pas coupé, merci. Oui, effectivement, des millions d'euros dans des caméras. Il faut-il encore qu'il y ait des personnes pour pouvoir visionner ces caméras? Il y en a. Tout ça, mais c'est de la rustine. Ça ne servira strictement à rien. De freiner les trafiquants de drogue pour vous, c'est une rustine? C'est de la rustine, un petit peu, même si, effectivement, depuis l'armement de la police municipale, les choses vont de mieux en mieux dans ces villes. En réalité, c'est de la rustine parce que derrière, la justice ne fait pas son travail. Parce qu'il manque des places de prison. Les peines ne sont pas appliquées. Donc la police municipale, nationale, a beau attraper les délinquants. En réalité, ils seront relâchés quelques jours après parce que la justice n'agit pas. Il y a aujourd'hui une rupture entre la loi, la justice et l'application des peines qui font que, comme dans les quartiers à la Gabelle, les dealers, les délinquants reviennent. Ils reviennent au fur et à mesure et donc ces quartiers s'enlisent dans la délinquance. Je regrette par exemple que le maire de Fréjus ait refusé la prison à Fréjus. Quand on a besoin de places de prison, c'est urgent. On les construit sur des endroits qui sont appropriés pour construire des prisons. Vous êtes aussi opposé à la construction de la prison. C'est sûr que vous ne vivez pas à Fréjus. Vous êtes aussi... Oui, mais il n'y a pas que Fréjus. Oui, absolument. Sur un terrain agricole, monsieur. Sur un terrain agricole, en lisière d'un lycée et des habitations. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je ne suis pas contre la construction des prisons. Il faut choisir les terrains appropriés à la construction de ces prisons. Écoutez-moi, il nous reste très peu de temps. Vous voulez des prisons, mais pas chez vous. Vous allez certainement peur de perdre des électeurs. C'est juste au docteur
Docteur Morin, je voudrais dire que les enfants de la Gabelle n'ont pas vocation tous à être plombiers ou électriciens. Il y en a des tas qui ont un excellent niveau en maths, qui ont des mentions bien ou très bien au lycée Camus. C'est ce que j'ai dit, monsieur le député. Non, vous l'avez compris comme ça. Et c'est justement, je crois, un peu votre problème de les interprétations ou le manque de raisonnement de fond. Avec un geste comme ça, méfiez-vous. Pardon ? Non. Le manque de raisonnement, c'est pas ce que j'ai dit. Je veux dire, il n'y a pas de saut métier, vous le savez bien. Hein. On a des jeunes qui ont d'excellents niveaux, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi parce qu'ils viennent du quartier de la Gabelle. Là, le centre social permettait de répondre à ce problème. C'est qu'on les recevait, on les aidait. J'ai connu les quartiers défavorisés, j'y étais à Toulon. Mais attendez, je suis arrivé en 95 à Saint-Raphaël pour faire mon métier. Mais j'ai connu des quartiers défavorisés. Je suis obligé de vous couper. J'ai joué au ballon et j'ai connu toutes ces difficultés. Très peu de temps. Est-ce que vous pouvez me donner, on avait dit qu'on conclut tous les débats par ça, la première mesure, il reste très peu de temps, la première mesure que vous prendriez, la première proposition de loi, si vous êtes élu, je vous demande d'être assez rapide, s'il vous plaît. Julie Le Chanteux. Il est urgent de défendre le pouvoir d'achat des Français. C'est indispensable. Les Français ont du mal à se loger, ont du mal à payer leurs factures et à se nourrir. Et à ce titre, je voterai la baisse de la TVA sur les énergies, passant de 20% à 5,5%. Et ce n'est pas être socialiste, c'est faire preuve de bon sens que de défendre les Français en situation de précarité. Je vous remercie. Jean-Marc Morin. Bien, moi, par ma profession, ça sera une loi pour la simplification et l'efficacité de la santé. Doublement du numéro clausus en 3 ans, avec des participations à l'accueil de ces internes supplémentaires au niveau des CH et des CHU. C'est la santé. C'est très important. Très bref. Il faut un New Deal 2022. En France, on vit en bonne santé jusqu'à 68 ans. Il faut augmenter de 10 ans. Ma première mesure, ce sera vraiment lutter contre les violences faites aux femmes, en mettant les 1 milliard sur la table qu'il faut pour organiser des centres pour accueillir ces femmes violentées, former des policiers. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Baptiste Laroche, et on termine avec Philippe. La première loi qui portera mon nom sera la suppression de la loi SRU qui oblige les communes à faire plus de 25% de logements sociaux et qui aujourd'hui engendre de la ghettoisation et de l'insécurité dans les communes. Il faut retrouver une France de propriétaires et pas de locataires parce que ça enrichit les ménages de faire cette loi et ça évite surtout l'insécurité. Philippe Michel, vous avez 15 La première chose que nous avons à faire, c'est d'arrêter cette guerre qui meurtrit les Ukrainiens et qui met le monde à genoux. C'est pour ça que vous soutenez la Si, pour les Français, évidemment. Si vous ne comprenez pas que d'arrêter la guerre, ça servira les Français. On ne peut pas reprendre le débat. Je vous remercie. Le débat est terminé. On se retrouve tout de suite pour un autre débat. Monsieur Morin, on se retrouve tout de suite pour un autre débat sur la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. À tout de suite. C'est terminé, monsieur. À tout de suite.